On est au 39e jour de guerre. Il y a eu ce basculement, on l'a compris, des massacres délibérés, disent les Ukrainiens, crimes de guerre, disent beaucoup de capitales occidentales. Quelle est la stratégie de Vladimir Poutine, selon vous? Bon, la stratégie est de conquérir l'Ukraine. Alors bien sûr, elle n'est pas aussi simple qu'il l'avait espéré. Il y a des interdits, il ne franchira pas la ligne rouge qui a été fixée par le président américain avec l'OTAN, donc pas 1 centimètre carré d'un territoire de l'OTAN. Je pense qu'il est assez prudent. Il n'est pas suicidaire, Poutine. Donc c'est un homme qui est fier de lui, de ses biceps, etc. On n'est pas suicidaire dans ces cas-là. Mais il va continuer par la méthode qu'il connaît, la méthode du bombardement, de la destruction des villes, peut-être enfin appliquer les lois de la guerre, concentrer les forces, économie des moyens, frapper sur des objectifs bien identifiés, peut-être, c'est pas sûr. Je crois que le grand danger qui nous guette tous et qui guette les Occidentaux, c'est la banalisation de la guerre, la banalisation des atrocités. On le voit bien, il va y avoir, ce soir, il y a des condamnations de crimes de guerre, condamnations internationales, des capitales, Paris, Londres, Berlin, un peu partout dans le monde, Guterres, secrétaire général de l'ONU, crime de guerre, demain, mardi, voilà, et puis tous les soirs, et puis progressivement, voilà, nous en France, la campagne présidentielle, le week-end prochain, le premier tour. Bon, le grand danger, c'est la banalisation. Alors, voilà, Bernard Kouchner dit c'est effectivement l'impuissance, la défaite, mais effectivement, tant que la force technique est là en face, la force de l'armée russe, la détermination de Poutine, et surtout la propagande, la guerre d'information, 80% des Russes soutiennent Poutine. Comment en serait-il autrement? Ils ne voient pas ça. Ils ne voient pas tous les soirs à la télévision. Ils ont l'impression que ce sont des nazis qui font des exactions à Mariupol et l'armée est là pour libérer les nazis. Donc pour l'instant, le pessimisme ce soir est difficile. Hein. Renaud Pilare, on va entendre dans un instant, ça c'est presque un lapsus, oui. On va entendre dans un instant notre correspondant à Moscou. Mais d'abord, ces explications de Sylvie Pinatel. Vladimir Poutine est-il ce soir un homme isolé, comme certains en font la conjecture, isolé même de ses généraux? Sylvie Pinatel. Les Américains avaient prévu l'invasion de l'Ukraine. Aujourd'hui, ils croient savoir pourquoi elle patine. Nous pensons que Poutine a été mal informé sur les mauvais résultats de l'armée russe et sur la façon dont l'économie est paralysée par les sanctions, parce que ses hauts conseillers ont trop peur de dire la vérité. Une vérité que les services secrets britanniques, eux, disent connaître. Nous avons vu des soldats russes qui n'avaient plus d'armes, plus le moral, refuser d'exécuter des ordres et saboter leur propre équipement. C'est une logique autocratique dans laquelle Poutine refuse toute contradiction. L'ancien président de la Géorgie en témoigne lui aussi. En 2006, alors qu'il se rapprochait de l'OTAN contre la volonté russe, il a vu Poutine au cours d'un dîner à l'étranger. Il m'a conduit dans une pièce sombre près du hall principal. On s'est assis sur des chaises, il n'y avait même pas de table. Quand il a posé sa main sur mon genou, j'ai senti ses ongles dans ma chair. Et droit dans les yeux, il m'a dit « Ne nous sous-estimez pas. Personne ne joue avec la Russie. » La volonté de Poutine aujourd'hui s'exerce en Ukraine et ne saurait non plus être contrariée. Ces deux membres du FSB chargés de renseigner le Kremlin sur Kiev auraient été suspendus, tout comme le chef adjoint de la garde nationale. Shoigu lui-même, ministre de la Défense et intime de Poutine, n'a plus été vu en public depuis 3 semaines. Et cette vidéo, datée soi-disant du 26, n'a guère rassuré, tant la scène est en tout point similaire à sa dernière apparition télévisée. Puni, écarté ou blâmé, parce que l'opération militaire qui ne devait durer que quelques jours est entrée dans son 2e mois. Le corps d'armée, le corps de bataille russe n'a pas du tout été taillé pour la réalité. Il a été taillé pour une promenade de santé. Et le réel semble avoir rattrapé Poutine. Selon les Ukrainiens, 7 généraux russes ont été tués ou grièvement blessés pour le dernier d'entre eux. Il est inhabituel que de tels officiers soient sur la ligne de front et c'est peut-être contraint qu'ils ont dû s'y rendre. Quand le réel se venge, le prince peste, se tourne vers ses officiers généraux en disant « Qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous foutez? Ce qui se passe, c'est pas du tout ce que vous m'avez vendu. »
À ce moment-là, les généraux terrifiés vont sur le terrain pour donner des coups de knout, des coups de botte dans le derrière de leurs troupes. Ils vont au plus près des lignes de confrontation. Et compte tenu de la qualité, visiblement, du renseignement ukrainien, qui, lui, est renseigné sur le réel, eh bien, les Ukrainiens arrivent à monter des frappes ciblées contre ces officiers généraux. D'après les renseignements occidentaux, s'ajouteraient à ces pertes des douzaines de colonels et autres officiers. Si cela est vrai, ce serait du jamais vu depuis la Seconde Guerre mondiale. Vous êtes avec nous, Frédéric Pons. Vous êtes un des meilleurs biographes de Vladimir Poutine. Je recommande votre biographie chez Kalman Levy de Vladimir Poutine, où vous expliquez le fonctionnement de l'ancien agent du KGB, ancien agent du FSB, des services secrets russes. Et vous avez une analyse très intéressante. Vous soulignez à quel point, contrairement à ce que beaucoup disent, il peut changer d'avis, changer de stratégie très rapidement si son intérêt le guide dans ce sens-là. Est un pragmatique absolu. Il a montré à plusieurs reprises dans sa carrière. C'est un trait très caractéristique de sa politique depuis très très longtemps. Et j'ai replongé un peu dans ce qu'il a pu écrire tout au long de ces années, sur 20 ans, et notamment comment le judo, la pratique du judo l'a influencé et comment la lecture d'un maître samouraï du XVIIe siècle est une grille de lecture très intéressante pour comprendre comment il réagit. Et j'ai trouvé une phrase qui est dans mon bouquin et qui explique peut-être ce qui est en train de se passer aujourd'hui. Dans cette phrase, ce maître le traité des 5 roues, ça s'appelle, on lit clairement ceci. Lorsqu'au cours d'un combat qui reste à l'état de mêlée, rien n'avance plus, abandonnez vos idées premières, rénovez-vous en tout point et prenez un nouveau rythme. Chaque fois, écoutez bien, chaque fois que vous jugez que entre votre adversaire et vous, tout bloque, changez d'intention immédiatement et cherchez un autre moyen de vaincre. On est exactement là. Cette bascule montre bien que les objectifs immédiats de Vladimir Poutine n'ont pas été atteints. Il a encore des objectifs de long terme sur lesquels il peut marquer des points. Mais cette relative déception qu'on peut observer sur ce premier mois de guerre, eh bien, le conduit en ce moment à changer complètement de posture militaire tout en continuant la négociation. C'est toujours intéressant de penser contre soi. Nous, Occidentaux, avons l'impression qu'il a perdu, qu'il s'est enlisé, qu'il a perdu une grande partie de la partie. Et il a perdu une partie de ce qu'il voulait jouer sans doute. Mais est-ce qu'il y a dans l'esprit du commandement russe une forme de victoire qui a empêché ce grand rapprochement vers l'Occident qui était inéluctable jusqu'à présent de l'Ukraine, dans l'OTAN, dans l'Union européenne, dans l'économie de l'Ouest? Moi, je crois que les analystes russes et Vladimir Poutine ont compris, là, entre le mois de janvier et le mois de février, que quelque chose de grave était en train de se passer pour eux. Ils voyaient très clairement les Américains, les Canadiens, les Britanniques armés, entraîner l'armée ukrainienne, et je pense qu'ils ont compris à un certain moment que cette armée rééquipée, réentraînée, réorganisée, allait devenir un trop gros morceau pour eux dans l'hypothèse d'une reprise ou d'une défense du Donbass. Et dans l'hypothèse, c'est ce qu'ils avaient en tête très probablement, que cette armée ukrainienne rénovée allait fatalement, un jour ou l'autre, sur les conseils des Américains, s'en prendre à la Crimée. Et je pense que là, cette offensive, cette agression du 24 février a été déclenchée parce que Poutine et ses généraux ont compris que c'était le moment ou jamais, il fallait y aller. Alors, ils ont évidemment péché par optimisme, ils ont surestimé la force de leur armée qui a été rénovée et modernisée, mais ils ont surtout sous-estimé gravement l'armée ukrainienne et la capacité de résistance des Ukrainiens. Mais Vladimir Poutine n'est pas fou, c'est un pragmatique, il est rationnel, il a sa rationalité, et avec d'autres postures, il va essayer d'obtenir les quelques gains stratégiques qu'il vise depuis le début, c'est-à-dire la neutralisation de l'Ukraine, la défense de la Crimée et la mise en autonomie quasi totale du Donbass russophone. Guillaume Roquette, intéressante hypothèse, parce qu'elle va à l'encontre de ce qu'on entend très souvent en disant il a perdu, etc. Oui, sans doute, il a beaucoup perdu, mais il y a un début de guerre qui est quand même en train d'être atteint. Oui, mais la difficulté, c'est de connaître ce but de guerre. Parce qu'effectivement, si son but est d'envahir toute l'Ukraine, alors il ne s'est retiré de Kiev que le temps de refaire ses
force, comme l'expliquait à l'instant dans son hypothèse Frédéric Pons. Ou alors, il redevient entre guillemets rationnel, c'est-à-dire qu'il dit ok, c'est un échec militaire évident, on la voit la carte depuis le début de l'émission, il faut rappeler que l'invasion, elle a maintenant 5 semaines, et qu'au bout de 5 semaines, non seulement les Russes n'avancent plus, mais on le voit sur les cartes que vous montrez, ils ont tendance à reculer. Dans le sud-est, pas dans le sud-est. Pas dans le sud-est. Alors, justement, et ils ont le temps, enfin je parle sous le contrôle Frédéric Pons, mais ils ont le temps dans le sud-est. Eh bien, dans ces cas-là, c'est peut-être... Le temps médiatique n'est pas le temps d'une guerre. La question, c'est de savoir si on est revenu dans une forme de rationalité où, effectivement, les Russes, entre guillemets, se contentent d'une prise de contrôle absolue de ces deux républiques autoproclamées de Louhansk et de Donetsk, donc dans le Donbass, et la neutralité de l'Ukraine pour faire la liaison jusqu'à la Crimée. Tout ce que l'on voit en violet pour faire la liaison. Voilà, Guillaume Roquette, je crois, si je peux intervenir, je crois qu'il faut évacuer cette idée d'une perte momentanée de rationalité des Russes. Ils sont rationnels depuis le début. C'est certain qu'ils pensaient pouvoir arriver beaucoup plus rapidement à Kiev, clairement. Mais alors, on ne sait pas quels étaient les buts de Vladimir Poutine, les buts de guerre ultimes. Personne ne le sait. On peut faire des suppositions. Pour ma part, je ne crois pas qu'ils pensaient envahir et occuper l'ensemble de l'Ukraine. Même s'ils avaient eu cette ambition au départ, on voit bien qu'aujourd'hui, cette rationalité les pousse à reprendre leur plan de guerre et à, au minima, obtenir ce qui sera une victoire quand les armées russes devront revenir en Russie. La victoire, c'est la neutralisation de l'Ukraine, c'est la consolidation de l'emprise russe sur la Crimée, et c'est la valorisation de la défense des russophones du Donbass. C'est tout. De bout en bout, c'est très rationnel. Et ce que Zelensky est en train d'accepter avec beaucoup de difficultés, malgré tous les crimes de guerre qui peuvent être commis par les Russes notamment, eh bien c'est ça, ce sont les objectifs minimums de la guerre lancée par Vladimir Poutine. Frédéric Pons, est-ce que vous pensez qu'on va assister bientôt à une rencontre Zelensky-Poutine? Tous les Ukrainiens disent, oui, même Volodymyr Zelensky en tête, on y est favorable et ça va se faire. Et du côté des Russes, on dit, oula, peut-être, mais on n'y est pas encore, sachant qu'il y a eu des négociations dont on nous dit qu'il y aurait des points oraux qui auraient été justement acceptés par les Russes. Mais il est évident qu'à un moment, il y aura cette réunion au plus haut niveau entre les deux présidents. Je pense que c'est encore un peu tôt, puisque les Russes sont en train de repositionner une partie de leurs troupes. Et cette rencontre ne peut pas se faire tant que ce repositionnement n'est pas fait, parce que quand les Russes auront redéployé, recomplété et revigoré leurs forces, ils seront à nouveau en position de force. Que feront-ils à ce moment-là? C'est difficile à dire, mais en tout cas, ils auront de nouvelles positions sur le terrain qui leur permettront de parler avec un peu plus de force et d'autorité à Zelensky, qui lui rêve, comme beaucoup de gens, de voir l'armée russe se débander, éclater, se démoraliser, ce qui n'est pas le cas en ce moment. Quelqu'un disait tout à l'heure que finalement, un peu plus d'un mois, c'est très très long, mais regardez combien de temps la coalition internationale a mis pour s'emparer de Mossoul, la ville de Mossoul, combien de temps les Américains en 2003 ont mis pour arriver à Bagdad contre l'Irak de Saddam Hussein. Donc ce tempo nous paraît à nous très lent, nous journalistes ou politiques. En réalité, du point de vue des militaires, c'est la norme, ça n'est pas extraordinaire. Frédéric Pons, merci beaucoup. Je recommande votre Poutine chez Kalman Levy. On parlait de l'opinion russe. Comment est-elle? Comment évolue-t-elle? Et comment reçoit-elle les informations sur Boutcha, l'événement majeur du jour? Et on va y revenir dans un instant. Écoutez notre correspondant à Moscou, Marc de Chauvigny. Les Russes qui aujourd'hui ont ouvert un journal, écouté la radio ou la télévision, n'ont pas entendu le nom de Boutcha. Car l'essentiel des grands médias a choisi de faire l'impasse sur les événements dans cette petite ville d'Ukraine, sur le retrait des troupes russes et sur les atrocités qui y ont été commises. Cela dit, beaucoup de Russes s'informent aussi en ligne, notamment sur Telegram, un groupe de messagerie cryptée qui a beaucoup de succès ici. Et c'est à leur intention que le ministère de la Défense a publié ce soir un communiqué, un argumentaire en quelque sorte, qui explique en substance que les images diffusées sur les médias occidentaux ne sauraient être qu'une grossière manipulation montée par l'armée ukrainienne à l'intention des Occidentaux. Un communiqué qui a été repris in extenso
par TASS, la principale agence de presse, ici, en Russie. Voilà ce qu'il en est pour la réception en Russie. Revenons au fait, le fait essentiel de cette journée, l'ampleur des massacres que l'on découvre notamment à Boutcha. Oui, Boutcha, c'est cette ville située à une 60aine de kilomètres au nord-ouest de Kiev, dans sa grande banlieue. Boutcha occupée par l'armée russe dès le 27 février, restant inaccessible pendant plus d'un mois, se trouve à côté d'Irpin. Avant la guerre, Boutcha comptait environ 37 000 habitants. Et on vous en parle effectivement depuis hier, puisque les cadavres retrouvés à Boutcha, et attention, les images peuvent choquer, laissent supposer que des exactions ont été commises sur des civils par l'armée russe. Des journalistes de l'agence France Presse ont découvert hier des corps jonchant les trottoirs et les chaussées de Boutcha. L'AFP qui a vu les cadavres d'au moins 22 personnes portant des vêtements civils dans ces rues. L'un était couché d'ailleurs près d'un vélo. D'autres avaient à côté d'eux des sacs à provisions. Voilà cette photo justement dont je vous parlais. Un autre avait les mains complètement liées dans le dos. On ne pouvait dans l'immédiat pas déterminer les causes de la mort de ces personnes, mais au moins 2 d'entre elles présentaient des larges blessures à la tête, nous disent les journalistes de l'agence France Presse. Le maire de Boutcha, lui, Anatoly Fedoruk, affirme que 280 personnes ont été enterrées dans des fosses communes car elles ne pouvaient être inhumées dans les cimetières de Boutcha. Tous apportaient des tirs russes pendant les combats. Au total, dans les territoires de la région de Kiev, récemment repris aux troupes russes par les forces ukrainiennes, 410 civils ont été retrouvés. Voilà ce qu'a annoncé aujourd'hui la procureure générale d'Ukraine. Et à Boutcha, certains habitants qui ont survécu au combat témoignent du pire. Écoutons-les. Qu'est-ce qui nous attend? Je n'en sais rien. J'ai déjà 90 ans. Je n'aurais pas dû vivre pour voir ça. Je pense que tout cela n'est que de la politique. Seuls les politiciens pourront résoudre ce problème. Mon ami était allé chercher du bois quand tout d'un coup, les Russes ont commencé à tirer. Ils l'ont frappé un peu au-dessus du talon, lui écrasant l'os, et il est tombé. Le tireur a crié « Ne crie pas où je tire !» Ils ont complètement tiré sur sa jambe gauche. Nationaliste aussi. Voilà, on voit à quel point en quelques heures, hier, Anne le rappelait, on a vu des premières images avec une relative incertitude. On progresse quand même extrêmement vite dans les faits et les certitudes. Alors il y a une chose qu'on voit aujourd'hui en Ukraine, quand on pense à l'opinion publique des Ukrainiens vis-à-vis des Russes. Il y a un célèbre journaliste ukrainien qui cite Tolstoï. Donc, c'était l'armée russe d'il y a 150 ans, qui cite une petite histoire de Tolstoï, dans laquelle Tolstoï décrit la réaction des Tchétchènes face à l'armée russe, au retrait des troupes russes et la destruction, les massacres que les troupes russes du temps de Tolstoï avaient commises dans des villages tchétchènes. On parle aussi des guerres de Tchétchénie, donc de 1994, 95 et 99-2000. Et si vous voulez, ce qu'on voit aujourd'hui en Ukraine, malheureusement, n'est pas nouveau pour l'armée russe. Après, comprendre pourquoi cette armée, des générations après générations, son comporte là, est une autre histoire. Et ce n'est pas forcément pour ça qu'il faut condamner toute la population russe. Mais ce manque de... cette déresponsabilisation des soldats... Le rapport à la vie. Et le rapport à la vie. Très différent. Cette chair à canon, je crois que c'est Staline qui disait... tant que nous aurons le nombre, tant que nous aurons ces garçons que nous pouvons jeter sur les canons, nous pourrons être victorieux, même si nous n'aurons pas d'armes, même si nous ne sommes pas organisés. Il faut se souvenir que dans la Seconde Guerre mondiale, les soldats russes allaient au front avec un fusil pour 2 hommes. Et dès qu'un des hommes tombait, l'autre ramassait son fusil. La logique de terreur, Staline disait, l'armée rouge est la seule où il faut plus de courage pour reculer que pour avancer, parce que les panicards, comme on les appelait, on les tuait derrière. Culture de la terreur de toutes sortes. On va voir dans un instant un document tout à fait extraordinaire. C'est celui de notre envoyé spécial Michel Scott. Il était lui-même